Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo de l'arc tabagisme qui s'intègre dans une série sur les comportements de santé et la prévention des maladies. Je m'appelle Virgile, j'ai 33 ans, je suis médecin et passionné de prévention. Petit récap sur ce qu'on s'est déjà dit. Dans la vidéo 1, on a parlé de pourquoi on commence et de pourquoi on continue. Dans la vidéo 2, des effets du tabagisme sur la santé. Dans la vidéo 3, des coups de pique que l'industrie du tabac a fait pendant tout le XXe siècle pour s'enrichir aux dépens de la population générale. Et dans la vidéo 4, des alternatives actuelles aux cigarettes. Aujourd'hui, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, comment est-ce qu'on fait pour arrêter de fumer? Le baromètre Santé publique France de 2021, il est relativement clair. 60% des fumeurs veulent arrêter. Il y en a 1 sur 2 qui a envie de le faire dans les 6 mois et il y en a 1 sur 2 qui a essayé au moins une fois sur l'année qui vient de s'écouler. Comment est-ce qu'on fait pour réussir? Je vous donne mon analyse en 6 étapes. Premièrement, il vaut mieux être accompagné par un professionnel, soit par un médecin, tabacologue ou addictologue, soit par un professionnel paramédical formé à la tabacologie. Ça a été montré scientifiquement, on a 70% de chances en plus de réussir à arrêter sur le long terme quand on est accompagné. Pour trouver quelqu'un près de chez soi, c'est relativement simple. Il suffit d'aller sur le site de Tabac Info Service ou bien d'avoir des infos par téléphone au 39 89 ou via la plateforme Axéo pour les sourds et malentendants. Deuxièmement, ne pas sous-estimer son addiction à la nicotine. Dans la vidéo 1, vous vous rappelez, on a parlé du fait que la nicotine permet de déclencher de la production de dopamine qui elle-même va activer le circuit de la récompense et entraîner une sensation de bien-être. Et qu'à l'opposé, le manque de nicotine entraîne un sevrage du circuit de la récompense et donc une sensation de mal-être. Le sevrage sec, il peut entraîner un risque de rechute important par manque de nicotine. Vous voyez sur ce schéma que quand on n'a pas de tabac, quand on n'a pas de nicotine, on passe en dessous du seuil à partir duquel il peut y avoir des symptômes de manque qui apparaissent. Le fait d'utiliser des substituts nicotiniques, ça permet d'arrêter plus en douceur. Vous voyez sur ce deuxième schéma qu'un substitut nicotinique, que ce soit une gomme, un patch, une pastille, ça va permettre d'apporter de la nicotine. Alors le patch, il va l'apporter au long cours, il va l'apporter en diffusion continue. Et puis les pastilles ou les gommes, souvent, elles permettent de passer le cap d'une envie passagère de cigarette. On considère qu'on substitue à peu près à 1 mg pour une cigarette. C'est-à-dire qu'un fumeur qui fait 20 cigarettes par jour, on va le substituer à peu près à 20 mg. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on fume alors qu'on a un patch, ça pose un problème. C'est absolument faux. Quand on fume alors qu'on a un patch, c'est qu'on est sous-dosé, soit momentanément, soit au global, et il ne faut pas hésiter à augmenter sa dose de nicotine par patch ou par gomme ou par pastille. La borne basse de la dose létale de nicotine, elle est à 7 mg par kilo et par jour, ce qui fait à peu près 500 mg pour un adulte de 70 kg, à peu près 350 mg pour une personne de 50 kg. Ce qui veut dire que prenons un fumeur qui est à 2 paquets par jour. Donc on va lui mettre 2 patchs à 21 mg, puisque les patchs à 20 mg, ça n'existe pas, ce qui fait qu'on lui apporte sur la journée 40 mg de nicotine. Ça veut dire que pour qu'il ait un danger réel, il faudrait qu'il enfile 310 cigarettes supplémentaires par jour. Alors je veux bien qu'il y ait des gens qui soient motivés, mais là c'est quand même un délire. Si jamais ces substituts, ça ne suffit pas, on peut utiliser des médicaments comme le bupropion ou la varénicline et à ce moment-là, c'est toujours sur prescription médicale et systématiquement au cas par cas. Troisièmement, ce qui est important, c'est de comprendre sa dépendance. Et pour la comprendre, être accompagné par un professionnel de santé formé, c'est hyper important parce que ça débloque beaucoup de compréhension. La dépendance, principalement, elle est de 3 types. Il y a la dépendance physique, celle à la dose de nicotine pour laquelle je viens de vous dire qu'il ne faut pas hésiter à prendre des substituts. Il y a aussi la dépendance psychique qui va nécessiter une prise en charge associée. Ça peut être par exemple une psychothérapie, de la sophrologie, de l'hypnose, de la méditation. Il y a plein de manières de faire. Et en gros, s'il n'y a pas de mauvais moment pour arrêter, sur le plan psychique, il y en a certains qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc ne pas en tenir compte et essayer d'arrêter sans accompagnement psychique à un moment où on est en difficulté, c'est probablement une des meilleures manières de rater son sevrage. Le troisième type de dépendance, c'est la dépendance comportementale. C'est celle où on a une habitude et où on a des situations qui sont plus à risque que d'autres parce qu'elles déclenchent les habitudes. Alors,
Petit aparté sur ce qu'est une habitude. Si jamais vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à écouter l'épisode 52 du podcast Neurosapiens qui est disponible sur Spotify parce que c'est une mine d'or sur les habitudes et sur comprendre les habitudes. Mais en condensé, une habitude, ça part d'un signal qui amène à une envie, qui amène à une réponse et enfin à une récompense. Par exemple, si le signal c'est l'ennui au boulot, l'envie ça va être casser la routine. La réponse ça va être faire une pause avec les collègues pour parler d'autre chose que du boulot et assez souvent s'allumer une clope. Et la récompense ça va être relargage de dopamine, activation du circuit de la récompense, sensation de bien-être. Cette sensation de bien-être à la fin, elle va renforcer le circuit, ennui égale pause clope, puis assez rapidement, ennui égale clope. Sauf que l'envie du fumeur, à ce moment-là, c'est pas fumer une clope, c'est casser la routine. Et la cigarette, c'est juste un moyen, en fait. Donc, on peut changer le moyen et on peut changer son habitude. Mais pour ça, il faut en avoir conscience et bien le comprendre. Et en comprenant sa dépendance, on peut mettre en face les réponses adaptées et donc réussir au mieux son sevrage. Quatrième conseil, il faut avoir une stratégie de sevrage. Cette stratégie, elle peut être progressive, c'est-à-dire diminuer jusqu'à arrêter, ou elle peut être totale, on arrête d'un coup. Ça, c'est vraiment au choix, il n'y a pas une école qui est meilleure qu'une autre. Par contre, ce qui est recommandé, c'est que ça soit flexible, c'est-à-dire adapté au risque du moment. Par exemple, on peut tout à fait ne pas avoir de substitution nicotinique parce qu'on a bien avancé dans son sevrage et quand même quand on sort faire une soirée avec ses copains, prendre une cigarette électronique dans laquelle il y a un peu de nicotine parce que si on boit un verre, on aura un peu plus envie de nicotine et à ce moment-là, il vaut mieux la porter avec une vapoteuse qu'avec une cigarette. Il faut aussi être relativement bienveillant avec soi-même et surtout pas tomber dans l'autoflagellation. Si on fume une cigarette, ça casse pas tout le processus. On a fumé une cigarette. Ça remet pas tout en cause et puis on repart, on continue et on poursuit son sevrage. C'est un petit accident qui arrive en cours de route et surtout, ça ne remet pas en cause l'ensemble de la stratégie. Et puis, cette stratégie, elle peut être suivie parce que c'est important de pouvoir mesurer sa progression. Il y a des tas d'applis de suivi hyper bien pensés qui existent, qui ont été conçus pour activer le système de la récompense avec des badges, avec la mesure de l'argent économisé, bref, pour vous apporter via l'appli d'aide au sevrage la dopamine que la cigarette ne vous apporte plus. Il y a par exemple la plateforme e-coaching de Tabac Info Service qui est accessible sur leur site. Cinquièmement, vous avez un recours possible aux thérapies alternatives. Que ce soit l'acupuncture, l'acupression, l'hypnose, l'auriculothérapie, l'aromathérapie, aucune de ces méthodes n'a prouvé scientifiquement son efficacité, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas au cas par cas. Et il y a des gens qui arrivent à mieux arrêter de fumer en allant faire une séance d'hypnose et d'autres en faisant une séance d'aromathérapie. Ce n'est pas parce que la science ne l'a pas montré sur des populations générales que, au cas par cas, ça ne fonctionnera pas chez vous. Par contre, je vous déconseille vraiment de baser toute votre stratégie dessus comme si c'était le remède miracle. Sixièmement, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une réelle conscience du risque lié à la consommation de tabac. Je vous rappelle qu'on a dit dans la première vidéo que l'addiction, elle entraîne un dérèglement au niveau du cerveau de la balance où on pèse les pour et les contre d'un comportement. En gros, les bénéfices liés au tabac versus les effets négatifs de la consommation de tabac. Et c'est toujours en faveur de l'addiction. Donc, il y a un intérêt important de s'informer et d'informer ses proches fumeurs sur les risques pour peser un peu plus dans la balance sur le côté risque et les inciter à avoir des billes pour être motivés pour arrêter de fumer. Donc, je vous invite vraiment à faire tourner ma série de vidéos à tous les gens autour de vous qui sont fumeurs parce que peut-être qu'avec ces informations-là, ils auront le déclic pour essayer d'arrêter de fumer. Récap. Les 6 choses que je vous conseille vivement si vous souhaitez arrêter de fumer de manière pérenne, c'est 1. Être accompagné par un professionnel de santé. Vous pouvez en trouver plein sur Tabac Info Service. 2. Ne pas sous-estimer sa dépendance à la nicotine et prendre au besoin des substituts nicotiniques. Troisièmement, comprendre sa dépendance avec l'aide aux besoins d'un professionnel de santé formé pour pouvoir mettre en face de sa dépendance les actions les plus adaptées. Quatrièmement, avoir une stratégie qui peut être souple ou brutale, mais dans tous les cas tolérante et suivie. Cinquièmement, laisser la place aux approches alternatives sans leur donner toute la place dans le plan. Et sixièmement, être bien au clair des risques pour pouvoir
peser plus dans la balance décisionnaire de son cerveau et essayer de peser contre l'addiction. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle clôt l'arc du tabagisme, qui est le deuxième arc après celui sur le surpoids, de la série sur les comportements de santé et la prévention des maladies. Si vous êtes encore là, je vous invite à mettre littératie dans les commentaires parce que c'est vachement important. Je vous invite également, si vous avez des questions ou des remarques, à les y laisser. C'est important pour moi et ça me permettra de progresser dans la création de mon contenu. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouvel arc de vidéo. Ciao!